Samedi 9 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à la suivre jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par les actualités sportives. Madagascar a remporté la première médaille d'or au championnat d'Afrique de natation, actuellement disputé à Oran en Algérie, grâce à Jonathan Raharvel sur l'épreuve du 50 mètres brasse. Cette compétition continentale en est à sa 17e édition. Jonathan Raharvel devient ainsi le premier Malagasy sacré champion d'Afrique en natation. Il succède à Bakrat Sivanjaman, dernière Malagasy à avoir remporté un titre continental dans cette discipline il y a 39 ans. En 1987, à Nairobi, Jonathan Raharvel est un nageur du club COSFA et fait aujourd'hui la fierté de Madagascar grâce à cette performance historique. Et Jonathan Raharvel est resté fidèle au club COSFA depuis ses débuts dans la natation jusqu'à aujourd'hui. Rencontre avec son entraîneur sur le parcours qui l'a conduit jusqu'à cette consécration dans ce reportage de Radramanan Zatouf sur les images de Michel Rakoutsan. C'est à l'âge de 6 ans, dans la catégorie Avenir, que Jonathan Raharvel a intégré la section natation du club COSFA. Le club a assuré sa formation et son encadrement depuis ses premiers pas dans cette discipline. Selon son entraîneur, c'est vers l'âge de 10 ans que Jonathan a commencé à révéler tout son potentiel. Grâce à ses performances, Jonathan Raharvel a ensuite intégré l'équipe nationale. Pour le club COSFA, il représente aujourd'hui une véritable fierté après toutes les étapes franchies jusqu'à cette médaille d'or historique au championnat d'Afrique. Afin de faire émerger d'autres talents comme Jonathan Raharvel, le club COSFA poursuit la détection et la formation des enfants et des jeunes dans la discipline de la natation. Et de plus en plus d'enfants pratiquent aujourd'hui la natation. Leur objectif, aller loin dans cette discipline et porter haut les couleurs de Madagascar. Des parents qui soutiennent pleinement leurs enfants dans cette passion. Un reportage signé Felana Rakutorsoul et Nzar Ranjiansu. La piscine de Betungulu affiche presque complet comme chaque samedi, surtout avec cette forte chaleur. Parmi les nombreux visiteurs, plusieurs enfants viennent pour s'entraîner à la natation. C'est le cas de Laurane et de ses amis. Chacun a son nageur préféré, mais leur rêve est surtout de devenir un grand athlète un jour. Pour aider leurs enfants à réaliser leurs rêves, les parents les accompagnent et les soutiennent au quotidien. Ils suivent de près les entraînements et les compétitions afin d'encourager leurs enfants dans cette discipline qu'ils aiment. Selon les entraîneurs, les enfants doivent être initiés très tôt à la natation car ils apprennent plus facilement à cet âge. Après 2 à 3 années d'apprentissage, certaines peuvent déjà participer à des compétitions. Les catégories supérieures nécessitent ensuite plusieurs heures d'entraînement pour obtenir de bons résultats. Plusieurs nageurs de ce club représentent déjà Madagascar dans des compétitions nationales et internationales. Dans les actualités également, la mer a envahi plusieurs quartiers de la ville de Mananzar hier soir aux alentours de 19 h. Selon les informations recueillies sur place, le niveau de l'eau n'a commencé à baisser que dans la matinée. Face à cette situation, la pêche et la circulation maritime ont été immédiatement suspendues. Détails sur les images d'un journaliste correspondant à Mananzar. Les habitants des Fouktan de Masnjan, Agadran, Anousnakou et Andoufsir à Mananzar ont procédé ce matin au nettoyage de leur habitation après la montée soudaine de la mer survenue hier soir. Selon les riverains, la mer a commencé à envahir leur quartier vers 19 h et l'eau est même entrée dans certaines maisons, provoquant des dégâts matériels. Les habitants affirment n'avoir jamais vécu une telle situation auparavant. Du côté de la direction régionale de la météorologie de Vatvav, il s'agirait toutefois d'un phénomène naturel causé par la phase lunaire. Les responsables rappellent également que certaines zones de ces Fouktan sont classées comme non constructibles, même si nombreux sont ceux qui continuent d'y bâtir leurs maisons. Par ailleurs, selon les prévisions, la mer pourrait encore connaître de telles montées jusqu'au 16 mai.
Les autorités portuaires de la PMF appellent ainsi la population à suspendre temporairement la pêche et les déplacements en mer par mesure de sécurité. Et toujours à Mananzar, les 6 personnes suspectées dans le meurtre particulièrement violent de Laurence Roseline, propriétaire d'un hôtel à Tanambaza Mananzar, ont été placées en détention provisoire hier à la prison de Mananzar. Parmi les suspects figurent 5 proches de la victime, notamment la femme de ménage qui s'était exprimée sur les réseaux sociaux, un jardinier, un gardien de quartier, 2 maçons ainsi qu'une autre personne. Selon les explications du directeur régional de la sécurité publique de Vatvavi, Ranjamasu Pascal, une partie des éléments ayant permis de faire avancer l'enquête provient des traces de pas retrouvées sur la véranda de la maison. Passons à présent aux actualités économiques. La 27e édition de la Foire internationale de Madagascar prendra fin demain au CCI IVAT après plusieurs jours d'exposition et de rencontres économiques. Plus de 350 exposants participent à cette édition 2026 dans plusieurs secteurs comme le numérique, l'artisanat, le tourisme ou encore l'entrepreneuriat. La FIM vise surtout à créer des opportunités de partenariat entre entreprises locales et étrangères. Plusieurs conférences autour de l'innovation et de la transformation digitale ont également marqué cette édition. Des milliers de visiteurs sont encore attendus demain pour la dernière journée de cette foire économique devenue un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur privé à Madagascar. Et de plus en plus de jeunes se lancent aujourd'hui dans l'achat de terrain afin de pouvoir construire leur future maison. Mais ces acquisitions nécessitent une grande vigilance afin d'éviter les arnaques et les éventuels litiges fonciers. Dans cette enquête spéciale réalisée sur les images de Yves Janel, focus sur le marché du terrain et le secteur de la construction immobilière. L'achat d'un terrain ne se fait plus à la légère. Des garanties sont désormais indispensables afin d'éviter les risques d'escroquerie et les conflits fonciers qui peuvent survenir plus tard. Le prix des terrains reste également élevé, poussant les jeunes à faire preuve de prudence avant d'investir. Dans cette entreprise spécialisée dans la vente de terrains, une parcelle de 300 mètres carrés est proposée entre 500 et 600 000 arrières par mois pendant 12 mois. Les principaux acheteurs sont les jeunes couples ainsi que les parents de famille. Les zones les plus demandées restent Ilaf, un Buimang, le Bypass et un Pitatafk. Selon les responsables, plusieurs vérifications sont indispensables avant la vente d'un terrain. Une fois le terrain obtenu, les propriétaires passent à la construction. Durant les périodes de forte construction, cette entreprise spécialisée dans la vente de fer, qui coûte entre 15 500 à 50 200 arrières, et de tôle, enregistre une hausse de 70% de ses ventes. Malgré l'évolution des technologies dans le bâtiment, les toitures en tôle restent les plus utilisées actuellement. Le prix du ciment a également connu une hausse sur le marché depuis le 27 avril dernier. Cela varie de 37 500 arrières à 42 000 arrières selon le type. Outre le ciment et les tôles, le bois reste indispensable dans la construction d'une maison. Les madriers en eucalyptus sont actuellement les plus utilisés pour la fabrication des planchers, avec un prix avoisinant les 50 000 arrières. Quant aux voliges utilisés pour les plafonds, le lot de 10 pièces coûte environ 100 000 arrières. La raréfaction du bois constitue cependant un problème majeur, en raison notamment des feux de brousse, de la fabrication de charbon de bois et des restrictions liées à l'exploitation forestière. Ce vendeur appelle ainsi la population à intensifier le reboisement. Selon les statistiques des entreprises spécialisées dans la construction et la vente immobilière, entre 70 et 85% des particuliers privilégient la construction de petites maisons. Les 15 à 30% restants, composés principalement d'investisseurs et de la diaspora, se tournent davantage vers l'achat d'appartements. Toujours selon les statistiques, construire aujourd'hui une maison de 2 chambres nécessite un budget compris entre 40 et 80 millions d'arières, sans compter le prix du terrain.
Pour les maisons livrées entièrement terminées, dites clés en main, le budget nécessaire peut dépasser les 300 millions d'ariars. Face à ces coûts élevés, de nombreux ménages malagasy choisissent ainsi de construire progressivement leur maison, parfois sur plusieurs années. En politique, la dissolution de la CENI fait partie des revendications des jeunes de la génération Z, ainsi que de certaines organisations de la société civile depuis les mouvements de septembre 2025. À ce jour, la plateforme de la société civile Rouille maintient sa position et soulève des interrogations concernant la conformité juridique du projet de refonte totale de la liste électorale. Par ailleurs, selon les dispositions légales rappelées par la plateforme Rouille, le mandat des membres du bureau permanent de la CENI arrivera à échéance au mois d'octobre 2027. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. À Tenerife, le port de Granadilla se prépare à l'arrivée du navire MV Ondius, soupçonné d'abriter un foyer d'hantavirus, tandis que les habitants et dockers demandent des garanties sanitaires. L'OMS assure toutefois que le risque de propagation reste très faible et les passagers doivent être évacués de l'île par avion, dont plusieurs Français. France 24. Le port de Granadilla sur l'île de Tenerife se prépare à accueillir le navire MV Ondius. Des tentes, quelques véhicules de secours et de police sont déjà installés pendant que le navire est en route vers les Canaries. Il est attendu sur place dans la journée de dimanche. Dans le même temps, ces habitants de l'île manifestent contre la venue du bateau de croisière et le débarquement de ses passagers. Ces employés du port de Tenerife réclament, eux, un protocole strict pour être en sécurité. Comme nous avons déjà été confinés à cause du coronavirus, les gens sont inquiets. Il y a des personnes âgées, il y a des travailleurs. Nous sommes des personnes qui fréquentons le port, qui sommes en contact avec le port et nous ne sommes pas informés. Nous voulons savoir comment agir et comment nous comporter. Le navire ne sera pas autorisé à accoster dans le port. Les passagers seront transférés sur les quais via de petites embarcations avant d'être conduits à l'aéroport pour être évacués de l'île par avion normal ou médicalisé. La période d'incubation du virus est comprise entre 1 et 6 semaines. L'OMS assure que le risque pour la population mondiale est absolument faible. Je tiens à le répéter encore et encore, même parmi les personnes qui ont partagé la même cabine, il arrive que les deux ne soient pas contaminés. Le risque reste donc extrêmement faible. Il ne s'agit pas d'un nouveau cas de Covid. Parmi les passagers du navire, 5 Français qui devraient être rapatriés en début de semaine prochaine. Le Pentagone a rendu public environ 160 documents relatifs à des observations d'objets volants non identifiés, relançant les spéculations sur les ovnis, mais sans apporter de preuves d'origine extraterrestre. Des experts comme Mick West estiment qu'il s'agit surtout d'archives anciennes et d'interprétations erronées, et certaines figures politiques accusent une opération de diversion orchestrée par Donald Trump pour détourner l'attention des dossiers sensibles. France 24. La vérité est ailleurs et certains espèrent la trouver dans environ 160 documents rendus publics par le Pentagone sur de prétendues apparitions d'ovnis. Des orbes flottantes, des soucoupes volantes ou de vives lumières ne sont qu'une fraction des apparitions mentionnées dans ces publications, certaines remontant aux années 40. On y trouve également des photos, des vidéos et des enregistrements audio. Exemple, lors de la mission de la NASA Gemini 7 en décembre 1965, l'astronaute Frank Borman décrit alors des objets non identifiés. On voit énormément, vraiment énormément de ce qui ressemble à des centaines de petites particules qui passent sur la gauche à environ 5 à 6 km. Derrière ces publications de documents classifiés à l'origine, on trouve une fois de plus Donald Trump. Sur son réseau social, le président américain affirme vouloir montrer de la transparence, contrairement selon lui à ses prédécesseurs. Mais selon des experts, ces documents ne contiennent rien de vraiment nouveau. Nous avons avant tout de la quantité plus que de la qualité. Beaucoup de ces documents sont vieux, de vieux documents que le FBI a publiés il y a des années.
Donc nous n'avons rien qui ressemble à une preuve irréfutable, rien qui apporte de véritables éléments sur une quelconque technologie avancée, et encore moins sur une origine extraterrestre. Rien de nouveau, de quoi faire dire à certains, dont l'ancienne soutien du président Marjorie Taylor Greene, qu'il s'agit là d'un contre-feu, une manière selon elle de détourner l'attention des Américains de la guerre en Iran et de l'affaire Epstein. J'en ai assez de cette propagande du « regarder cet objet brillant », alors qu'ils mènent des guerres à l'étranger, laissent des violeurs et des pédophiles en liberté, et détruisent la valeur de notre dollar. Pour l'heure, il n'existe aucune preuve de vie intelligente en dehors de la Terre. En 2024, le Pentagone avait publié un rapport affirmant que beaucoup d'observations supposées d'OVNI n'étaient en réalité que des ballons météo, des avions espions ou encore des satellites. Le Belém est de retour à Marseille 2 ans, jour pour jour, après son arrivée historique pour l'entrée de la flamme olympique en France. Le célèbre 3 mat a fait son entrée dans le Vieux-Port le 6 mai et y fait actuellement escale. Accueilli par plusieurs centaines de Marseillais, le navire emblématique est désormais ouvert au public, offrant un retour en majesté dans sa ville de cœur. France 24. C'est un retour en majesté pour le Belém dans la rade du Vieux-Port de Marseille. 2 ans après avoir marqué l'histoire des Jeux Olympiques, le mythique 3 mâts retrouve sa ville de cœur. Sur les quais, des centaines de Marseillais sont rassemblés pour l'accueillir. Je suis très émue parce que j'étais juste un peu plus là-bas il y a pile 2 ans. C'est magnifique, hein, on le voit pas souvent. Et là, ça fait vraiment plaisir, un aussi beau bateau, ça représente bien la France. Des souvenirs ancrés. Tous étaient présents le 8 mai 2024, lorsque le Belém faisait son entrée triomphale à Marseille, avec à son bord la flamme olympique. Une journée historique qui a marqué la ville et la France entière. 2 ans après, l'émotion est toujours intacte. On l'a vu et revu, mais de la toucher, c'est très symbolique. Pour célébrer le retour du Belém, plusieurs familles ont été invitées à monter à bord du navire afin de vivre l'arrivée du bateau à Marseille. L'occasion pour ces matelots d'un jour de se glisser dans la peau de vrais marins. Leur mission, hisser les voiles. Mais là, je suis concentré, on m'a dit de ne pas lâcher, donc je ne lâcherai pas. On va bientôt s'envoler. On attend les ordres. Le Belém a été construit au 19e siècle. C'est l'un des plus vieux 3 mâts au monde. D'abord exploité pour le commerce du cacao, il est désormais ouvert au public. Sa mission, faire rêver le plus grand nombre. D'être sur un bateau historique, enfin avec toute cette histoire, c'est magique, je dis qu'on a une chance extraordinaire. En route 290. Alors, il nous a demandé de faire du plus, donc on doit aller à droite, et on va tourner la roue à droite. À la barre, le capitaine ne se lasse pas de transmettre son savoir. Depuis 11 ans, c'est lui qui commande ce voilier mythique. Je réalise à chaque fois, j'ai une chance incroyable d'avoir un outil de travail fantastique. On m'aurait dit petit, tu seras le commandant du Belém. J'aurais pas cru moi-même. Puis de revenir 2 ans jour pour jour après à Marseille, voilà, le bateau, s'il pouvait parler, je pense qu'il dirait, il en pleurerait peut-être de joie. Au loin, Notre-Dame de la Garde se devine. La balade en mer touche à sa fin. Comme il y a 2 ans, le Belém glisse vers Marseille, escorté par plusieurs embarcations. Sur le pont, l'excitation monte d'un cran. Les souvenirs refont surface. C'est mythique, j'ai presque la larme aux yeux, c'est incroyable. Je vais pas sortir la larme à l'œil, mais elle est pas loin. Le Belém restera amarré sur le Vieux-Port tout le week-end pour permettre aux Marseillais et aux touristes de monter à bord pour revivre la magie des Jeux Olympiques. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Au revoir et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles éditions.